Bonjour, première capsule vidéo d'après Noël. Aujourd'hui, on va commencer l'hydrosphère. Donc, avant de commencer l'hydrosphère, puis la deuxième partie du chapitre 6, on se souvient, le chapitre 6, c'était la lithosphère et l'hydrosphère. Ensuite, on va voir le chapitre 7. Le chapitre 7 qui va être l'atmosphère et l'espace. Donc, lithosphère, on s'en souvient, on l'a vu, c'est d'avant Noël. C'est toutes les roches, les minerais, les minérales. Ces choses-là, on s'en souvient, il ne faut pas l'oublier, on va en avoir de besoin. Maintenant, on vient ajouter l'hydrosphère. Hydrosphère, hydro qui vient de l'eau. Donc, on va parler de l'eau. Sphère, donc la sphère de l'eau, dès qu'on parle de l'eau, on parlait d'hydrosphère. Une chose qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'hydrosphère, c'est que c'est l'ensemble de l'eau, qu'elle soit n'importe où sur la Terre, on va toujours dire que ça fait partie de l'hydrosphère, mais c'est peu importe sa phase. Donc, les glaciers, ça fait partie de l'hydrosphère. La vapeur d'eau aussi fait partie de l'hydrosphère. Là, la vapeur d'eau, pour cette petite partie-ci, on ne va pas tant parler. On ne va pas beaucoup parler de l'humidité dans l'air, mais lorsqu'on va parler de l'atmosphère, on va parler des courants d'air. Des fois, j'ai des courants d'air humides, des fois, j'ai des courants d'air secs. Là, il va falloir savoir les différencier, pourquoi des fois ils sont humides, des fois pourquoi ils sont secs. Mais l'humidité dans l'air fait quand même partie de l'hydrosphère. Donc, dès qu'on parle d'eau, hydrosphère, je pense que là, ça, on est bon avec ça. Pour cette capsule-là, on va voir quatre petites choses. L'eau douce, l'eau salée, le déplacement de l'eau, comment ça marche le déplacement de l'eau. On va voir les bassins versants, c'est quoi ces choses-là. Puis ensuite, on va parler des ressources de l'hydrosphère. Les ressources de l'hydrosphère, ça va pas être dans cette capsule-ci, ça va être dans la prochaine. Donc, là, j'ai des petites questions pour vous avant qu'on commence. C'est quoi le pourcentage de la Terre qui est recouverte d'eau environ? On arrondit. Le pourcentage, ça va être 70%. Donc, il y a quand même beaucoup de la Terre qui est recouverte d'eau, sauf que cette eau-là est pas toute potable. C'est pas toute de l'eau douce ou de l'eau salée. Ça, on va faire une distinction entre les deux. On a sur la Terre de l'eau douce et de l'eau salée. L'eau douce, c'est l'eau qu'on va dire qui est potable. Pas toute l'eau douce qui est potable, des fois elle est contaminée. Mais si on va dans un lac et que le lac n'est pas contaminé, au Québec, ça va être de l'eau douce. Sauf que pas partout que c'est comme ça. Il y a de l'eau salée. L'eau salée, c'est exemple l'eau des océans. Je sais pas, vous êtes déjà allé vous baigner dans une piscine d'eau salée ou juste sur le bord de l'océan. Euh, si vous avez déjà eu une gorgée d'eau, ça coûte l'eau salée, comme quand on se garage la bouche. Cette eau-là, on ne peut pas la boire pour tous les jours, ça ne marchera pas. Vous allez pas aimer ça, votre corps n'aimera pas ça. Donc, c'est de l'eau douce qu'on a besoin de boire. Mais il y a juste 3% de l'eau de la Terre qui est douce, 97% est salée. Cette eau douce-là, si on regarde dans le petit graphique, on le voit très bien, là, ce 3%-là, on peut le décortiquer, hein, d'où elle vient. J'ai 68%, environ 69% de mon eau douce, elle est dans des glaciers. Donc ça, je peux pas juste sortir de ma maison, ouvrir ma porte, aller me chercher un bout de glacier pour boire de l'eau. On la trouve, on va pas aller faire ça. J'ai de l'eau souterraine. Ça, on va appeler ça les nappes phréatiques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est on a des nappes dans l'eau. C'est un lac un petit peu, mais souterrain. Ça, je vais vous mettre une petite image maintenant de c'est quoi une nappe phréatique. On a de l'eau qui est gelée dans le sol, pas beaucoup. Puis 0,4% de l'eau, c'est de l'eau douce de la surface. Donc ça, c'est dans les lacs, dans les rivières, ces choses-là. Puis là, si on prend ce 0,4% puis on le remet sur 100%, on voit que l'eau douce dans les lacs, il y en a 67%. Donc la majorité de l'eau douce de surface que je peux juste aller dans le lac, en prendre dans mes mains et boire. Je vous dis pas de faire ça. C'est pas tous les lacs que l'eau va être potable. Même si c'est de l'eau douce, c'est pas toujours potable. Je veux juste qu'on prenne le temps. L'eau douce, c'est de l'eau qui va pouvoir être potable parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas autant de minéraux à l'intérieur, mais des fois, ils peuvent être contaminés.
par des déchets toxiques, par exemple. Ça, on va en parler un petit peu tantôt. Donc, ça, c'est l'eau douce, l'eau salée. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'eau douce. Ça, c'est une autre façon de le représenter, là. Si on veut, là, si vous voulez, vous pouvez faire pause, essayer de voir d'une autre façon, mais c'est le même graphique, sauf vu différemment. Maintenant, un petit vrai ou faux. Je vous laisse y répondre. Vous avez sûrement eu, c'est pas vrai que partout on va avoir accès à de l'eau douce. Nous, au Québec, on est chanceux, on a accès à de l'eau douce super facilement. Ici, je vous ai trouvé une petite carte qui montre les pays. Ils ont de l'accès à de l'eau douce en quelle quantité? En mètres cubes. Donc, plus on est dans le bleu foncé, plus on a accès à de l'eau douce. Puis plus on est vers le jaune, moins on a accès à de l'eau douce. Puis on voit l'Afrique, il n'y en a pas beaucoup, quelques parties de l'Europe, l'Inde. Mais nous, au Québec, on est bien. La Russie, on est chanceux. OK? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau douce. On a aussi beaucoup de réserves. Dans le nord, on a beaucoup de glaciers aussi. Donc, nous, au Québec, en eau douce, on n'a pas de problème. Mais c'est pas parce que nous, on n'a pas de problème qu'il y a d'autres places dans le monde qui n'ont pas de problème. Puis ça, il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur comment prendre de l'eau salée, la rendre potable, ou le peu d'eau douce qu'ils ont, qui n'est pas potable, comment la rendre potable. Parce qu'on ne peut pas juste gaspiller l'eau en Afrique. Il y a certains pays qui ne peuvent pas juste gaspiller l'eau. L'eau est potable, ben, l'eau est douce, il faut la rendre potable, ou sinon ils la boivent. L'eau peut être utilisée ou être bue, même si elle n'est pas potable, parce que c'est la seule eau qu'il a. Donc, ça, il y a beaucoup de recherches qui font là-dedans. C'est un domaine là, qui est quand même il y a quand même beaucoup de demandes là-dedans, là, si vous voulez faire de la recherche. Maintenant, là, je veux qu'on parle un petit peu des déplacements de l'eau. Parce que là, c'est beau avoir l'eau dans les lacs, mais l'eau dans les lacs, on est d'accord, il y a de l'évaporation qui se fait. Okay? Puis là, on va parler un petit peu du cycle de l'eau. Vous êtes supposé de l'avoir vu en secondaire 2, mais c'est un petit rappel. L'eau, elle ne va pas juste rester à une place et jamais bouger. Premièrement, elle va bouger avec l'évaporation, parce que le soleil va venir faire réchauffer l'eau. L'eau qui chauffe, on le sait, un verre d'eau qu'on laisse sur la table, après quelques jours, il n'y aura plus d'eau à l'intérieur. Ça, c'est de l'évaporation. Donc, l'eau va revenir dans le ciel. Lorsque l'eau est dans le ciel, elle va se condenser dans des nuages. Ça va faire des précipitations. Ça, on va en parler un petit peu plus des précipitations, comment ça se condense et ces choses-là dans le prochain chapitre, parce qu'on va parler de l'atmosphère. Mais si on résume, l'eau qui s'évapore, les vapeurs d'eau vont dans le ciel. Quand il y a beaucoup de vapeurs d'eau, lorsque c'est très humide, il va y avoir des précipitations, il va pleuvoir. Lorsqu'il pleut, l'eau, ça va du haut vers le bas. On est d'accord. Si je fais juste mettre de l'eau sur une pente, disons ici que je fais un petit dessin, on va chercher un crayon. Je fais juste une petite pente comme ça ici. Là. Si je prends un verre d'eau puis je verse de l'eau ici, on est d'accord, c'est naturel, l'eau va descendre vers le bas. C'est naturel, on n'a pas de problème avec ça. C'est la même chose avec la pluie. La pluie, lorsqu'elle tombe sur une colline, elle va descendre, il va y avoir un ruissellement. Une certaine partie de l'eau va s'infiltrer dans le sol, mais va quand même descendre jusqu'au lac ou jusqu'à l'océan. Elle descend dans son bassin versant. Là, on va définir c'est quoi un bassin versant. Je donne une petite image qui montre un bassin versant. Ici, toute la partie qui est en vert plus pâle un petit peu au milieu, on va appeler ça un bassin versant. Pourquoi on appelle ça un bassin versant? C'est parce que toute l'eau, s'il pleut ici, s'il pleut ici, s'il pleut ici, là, n'importe où, elle va toujours rester dans cet espace-là. Par exemple, il pleut en haut aussi. Qu'est-ce qui va se faire? Là, je suis sur le haut de la colline. Donc, l'eau va descendre vers la petite rivière ici, qui va descendre jusqu'ici, vers le lac. Là, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, jusqu'à aller jusqu'ici. Même chose, si je mets de l'eau ici, ça descend, ça revient ici. Partout, hein, l'eau va rester à l'intérieur de ça parce qu'il y a une ligne de crête bien définie. Maintenant, là, on vient d'apprendre un nouveau mot, une ligne de crête. La ligne de crête, c'est quoi? C'est les collines.
les montagnes qui vont faire la délimitation d'un bassin versant. Donc, on a ça. Ensuite, une autre chose, ici, si j'ai de l'eau qui tombe ici, ok, on est d'accord, elle va descendre. On va utiliser deux termes pour dire ça. On va dire, ici, on est en amont, donc l'eau part de l'amont et va aller en aval. Donc, l'eau part du haut et va par en bas. On parle de l'eau va de l'amont vers l'aval. Donc, l'aval, ici, il est où? Tout l'eau qui tombe dans cet endroit-là va tout tomber à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est un bassin versant, c'est l'eau qu'elle tombe n'importe où dans cet endroit-là, n'importe où dans l'endroit qui est délimité par les lignes de crête, elle va toujours se rendre à un seul point. Elle va se rendre en aval, juste ici. Un petit tableau pour résumer ça. Amont, aval. Lorsque l'eau s'écoule, on dit qu'elle va d'amont en aval, donc du haut vers le bas. Donc, amont, c'est en haut. On peut penser à un mont comme une montagne. C'est plus haut. Ça va jusqu'en aval. Donc, en amont, le point le plus haut. En aval, le point vers lequel l'eau s'écoule. Maintenant, j'ai utilisé le mot ligne de crête. La terminologie ligne de crête pour parler de la frontière entre le bassin versant. Qu'est-ce qui délimite le bassin versant? La petite ligne rouge. J'avais parlé d'une ligne de crête. Une autre façon de le dire, c'est une ligne de partage des eaux. Les deux terminologies sont bonnes. C'est juste une terminologie différente, dépendant là, quel livre on lit, avec qui on parle. Donc, ligne de partage des eaux ou ligne de crête, c'est la frontière qu'il y a entre deux bassins versants. C'est ça qui va venir délimiter l'eau tombe de quel côté. Souvent, on va dire c'est par exemple une montagne ou une colline. Dans la montagne, si elle tombe à gauche de la ligne de crête, on est d'accord, l'eau va couler vers ici. Si l'eau tombe ici, elle ne va pas remonter la montagne pour tomber de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est ça, la ligne de délimitation, la ligne de partage des eaux. Maintenant, l'eau, on sait, elle se déplace d'amont en aval, mais elle ne va pas se déplacer toujours à la même vitesse. Dans un bassin versant, ça va dépendre de ce qu'il y a dedans, de comment il est fait, du climat. Ça dépend de ces 5 facteurs-là. Topographie, géologie, climat, la végétation et les aménagements humains. Si on les regarde un à la fois, relativement rapidement. La topologie. Par exemple, ici, on a les plaines d'Abraham. Les plaines, ici, là, c'est à peu près l'endroit le plus haut des plaines. Okay? On est d'accord que si l'eau descend vers la droite ici, elle va descendre pas mal plus vite que ici. La pente est très faible, l'eau descend lentement. Ici, la pente est élevée, l'eau descend rapidement. Lorsqu'on parle de la topologie, c'est de ça qu'on peut dire. Topologie, c'est l'étude des pentes. Okay? Donc, si je dessine, encore une fois, avec un petit crayon, deux pentes. Ici, j'ai deux situations. J'ai une pente de cet angle-là et j'ai une autre pente de cet angle-là. Si je viens, encore une fois, verser de l'eau ici, okay, on est d'accord que l'eau ici va atteindre le bas beaucoup plus rapidement que l'eau ici. L'eau ici, l'eau va ruisseler tout doucement vers le bas de la pente, tandis qu'ici, ça va être beaucoup plus rapide. Et même chose, si on a une situation différente, par exemple une chute, l'eau qui arrive, par exemple, si elle arriverait par ici, puis ça serait droit, ça tombe, une chute, la topologie fait que ça va aller beaucoup plus vite qu'une petite pente. Donc, lorsqu'on a des grosses collines, ça vient affecter la vitesse avec laquelle l'eau se déplace. Ensuite, la géographie. Si, par exemple, j'ai un sol très rocailleux, donc j'ai beaucoup de grosses roches, l'eau se déplace quand même facilement à travers des roches. Encore une fois, si je verse un verre d'eau dans mes roches ici, l'eau va très rapidement descendre vers le bas et faire une petite plaque. Tandis que dans le sable, l'eau se déplace plus difficilement dans le sable. Parce que les particules sont tous plus proches, il y a moins de place pour l'eau pour qu'elle se déplace. Mais aussi, si on parle des sols, on va continuer, la végétation. S'il y a beaucoup de racines dans les sols, les racines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que le sol se tient, mais ça va aussi retenir l'eau. Donc,
Si je suis en grande forêt et qu'il pleut, la végétation va retenir une bonne partie de l'eau et l'eau va s'écouler plus lentement. Et on est d'accord, une autre chose qui vient affecter la vitesse à laquelle l'eau s'écoule, c'est aussi la quantité d'eau. Si la quantité d'eau, par exemple, s'il pleut à Sio, là, il y a une grosse averse, l'eau va couler plus rapidement que s'il y a une petite pluie de rien. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça juste dans les rues, hein, quand il pleut juste un petit peu, l'eau qui descend pour aller vers les drains, vers les bouches d'égout, elle descend pas bien vite. Mais si il y a une grosse averse à l'extérieur, il pleut beaucoup, l'eau va tout simplement aller plus rapidement vers le drain, dû au climat. Mais aussi, une autre chose que le climat fait, c'est pas seulement la quantité d'eau, ça va aussi être les vents. S'il vente beaucoup, on est d'accord que les vapeurs d'eau, qui font quand même partie de l'hydrosphère, vont se déplacer plus rapidement. Et la température aussi. S'il fait super chaud, hein, ben là, l'eau va s'évaporer plus rapidement. Donc, ça va affecter la vitesse avec laquelle l'eau circule dans un bassin versant. Donc, il y a ça. Et la dernière des choses, les aménagements humains. L'eau sur les routes. Et ça, c'est quelque chose qui, en ville, dans les grandes villes, au Québec, on est quand même bien, mais dans les grandes villes, exemple New York, ils ont de la misère avec ça parce que, en ce moment, là, on voit, il y a de la pluie sur l'asphalte. Est-ce que la pluie passe facilement à travers l'asphalte? La réponse est non. L'asphalte ne va pas bien laisser la pluie passer. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis ça, on prend souvent ça en compte lorsqu'on fait les routes. Si vous regardez de proche là, les grosses autoroutes ou même les ponts, on le voit très bien, la route n'est pas faite droite. Elle est faite avec une certaine angle, un petit dôme. Pourquoi? Comme ça, s'il y a de l'eau sur le dessus ici, elle va couler des deux côtés. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a une grande accumulation d'eau juste ici qui se fait. Et il ne faudrait surtout pas que ça fasse une grosse poche d'eau en dessous. Ça, c'est un risque qu'il y a en ce moment là, dans les grandes villes, c'est que l'eau, hein, elle ne sait pas où aller. Parce que normalement, l'eau, hein, dans une forêt par exemple, elle fait juste se répartir partout, dans les sols, naturellement, il n'y a pas de problème. Mais là, avec les grandes villes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on oblige l'eau à aller à certaines places. Et des fois, il y a trop d'eau. Et il y a des ingénieurs que leur travail, c'est de trouver, OK, l'eau, on l'envoie où, hein, pour pas qu'il y ait un surplus d'eau à cet endroit-là, parce qu'on peut pas juste, des fois, l'envoyer sur le bord de la rue. Comme ici, on peut l'envoyer sur le bord de la rue, c'est pas bien grave. Il n'y a pas assez de surface d'asphalte pour ça. Donc, il y a ça, ou même chose, si on a des maisons et tout, ça empêche l'écoulement d'eau, donc ça va ralentir la circulation de l'eau. Et là, je veux parler rapidement de quelque chose il y a une nouvelle sorte d'asphalte que certaines personnes travaillent dessus, des ingénieurs. C'est de l'asphalte qui laisse passer toute l'eau à travers. Je vais vous chercher une petite vidéo. Donc ici, c'est ça, on voit dans la vidéo, l'eau fait tout simplement passer à travers l'asphalte comme si de rien n'était. Ça a beaucoup d'avantages parce que au lieu d'envoyer toute l'eau à un seul endroit sur les côtés, si on a une autre vidéo, on va juste aller au bon moment. C'est au lieu que l'eau s'accumule sur l'asphalte, si on voit, elle va toute se drainer à travers le sol et ça va s'infiltrer dans les sols en dessous et ça va se passer beaucoup plus naturellement. Ça va un petit peu faire une représentation de s'il y avait du gazon en haut. Au lieu d'avoir tout simplement une couche qui empêche l'eau de passer, ça fait une représentation du gazon. Donc, les sols en dessous vont un petit peu retrouver l'état qu'ils avaient avant. Ils vont être moins secs, plus humidifiés. Ça va être mieux.